partie. Est-ce que, Daniel, l'individu qui vivra son instant présent, complètement à l'instant, comme s'il serait pour mourir dans cet instant-là, à ce moment-là, il ferait toujours ce qui est important, donc il serait le diplomate par excellence? Oui, tout le temps. L'individu qui, par exemple, n'a qu'une heure à vivre, mais qui est en bonne santé, mais disons qu'il saurait qu'il y aurait une heure à vivre, bien évidemment, il ne serait pas poli. Il ne serait pas impoli non plus, s'arrangerait pour classer tout ce qu'il aurait à finir avant de mourir. Il serait diplomate en maudit. C'est évident. La politesse, c'est une perte de temps. La diplomatie, ce n'en est pas une. Et être diplomate, c'est de pouvoir être poli, mais pour arriver à un résultat autre que de suivre un cadre ou encore de faire ce qui se fait et de ne pas faire ce qui ne se fait pas. Quand tu es diplomate, tu fais ce qui doit être fait. Et quand tu es poli, tu fais seulement ce qui peut se faire. Et ce qui est vraiment différent, si on regarde le résultat, l'expression d'une personne dans sa réalité quotidienne ou dans sa vie. Alors, si tu fais ce qui doit être fait, tu es diplomate. Et si tu fais seulement ce qui t'est permis par un cadre moral, ben là, tu n'es pas diplomate fort. Okay. Au sujet de prendre une décision qui soit mentale, est-ce que cela veut dire ne pas tenir compte de ses goûts, de ses références, etc.? Ben oui, t'en plein ça. Et seulement aller à l'essentiel. OK, c'est exactement ça. C'est évident. C'est sûr que c'est un peu frustrant pour l'astral, pour notre ego, que l'on fasse fi de nos émotions. Mais tu prends une décision parce qu'elle est intelligente qu'elle soit prise. Hein? Tu n'iras pas t'acheter une paire de jeans à un moment donné qui ne te fait pas parce qu'elle est belle. Hein? Tu vas acheter quelque chose qui te fait. Ah, il y en a évidemment qui se forcent, qui préfèrent acheter des choses qui ne leur font pas, et ils mettent pareil. Bon. Bon, mais il y en a qui se sentent visés, ça a l'air. Mais enfin, si tu serais intelligent, en tout cas, tu ne ferais pas ça. Soyons diplomates et polis. OK. Est-ce que la diplomatie ne devient pas une perte d'énergie du fait qu'il faille toujours zigzaguer entre les obstacles psychologiques des autres? Bon, c'est une perte d'énergie si ta diplomatie s'évertue à être une politesse. C'est beaucoup plus gaspillateur d'énergie lorsque l'on est poli, parce que lorsque l'on est poli, l'on zigzague réellement dans un cadre qui va ou qui ne va même pas avec notre interlocuteur, mais qui va avec ce qui devrait être fait. Lorsque l'on est diplomate, on ne zigzague pas. Si tu veux quelque chose, tu as un objectif, tu as un but, tu t'arranges pour l'obtenir, le but. Alors, si tu ne veux pas zigzaguer dans la psychologie, par exemple, d'un autre individu, et que si tu ne le fais pas, tu n'auras pas ce que tu veux, je pense que tu perds beaucoup plus d'énergie. Tu as un objectif et tu t'arranges pour l'obtenir de la façon la plus parfaite et de la façon la plus rapide possible. Et de la façon la plus stable possible. Alors, si je suis impoli et que je rentre chez toi, je te demande même pas si je peux prendre le dernier morceau de gâteau qui reste, je le prends carrément. Ben, effectivement, j'ai pas gaspillé d'énergie à essayer d'être diplomate pour te convaincre de me laisser le morceau de gâteau. Mais la prochaine fois que je vais venir chez toi, je risque de pas trouver pas en tout le gâteau qui va être bien caché. Alors, ce qui fait qu'en fin de compte, si je suis diplomate, ben, tous les fois que je vais venir, je vais pouvoir bouffer. Alors, la diplomatie, ce n'est pas une perte d'énergie à essayer de sauter ou de se faufiler dans les mécanismes psychologiques d'autrui. La diplomatie, c'est d'être capable de connaître le mécanisme d'autrui et, de par le fait même, d'être capable d'obtenir le meilleur résultat dans un temps le plus court possible, un résultat qui va avec ce que l'on veut. Et ça, c'est de la diplomatie. Il n'y a pas de perte d'énergie à être diplomate. Il y a gaspillage d'énergie à ne pas être diplomate. Parce que si on n'est pas diplomate, on est obligé d'imposer par la force à l'extérieur, leur imposer ce que l'on veut, et il y a beaucoup plus de perte d'énergie à rentrer en guerre qu'à parler diplomatiquement. Et il y a beaucoup plus d'énergie à perdre lorsque l'on veut être poli dans la diplomatie. Et c'est pourquoi la majorité des grandes réunions de gouvernement, si on regarde simplement l'Assemblée nationale au Québec,
Ils sont régis par la politesse, même si ce sont des diplomates. Ce qui fait qu'ils vont être extrêmement polis ou passer leur temps à s'engueuler, mais leur diplomatie n'arrive pas à s'exprimer comme il faut pour arriver à quelque chose d'effectif, parce qu'ils sont toujours en train de faire une guerre d'ego. Et une guerre d'ego ne peut être régie que par la politesse et l'impolitesse. Dans la diplomatie, il n'y a pas de guerre d'ego parce que c'est stupide. Alors, ce qui fait que je vais m'arranger pour ne pas susciter de conflit personnel entre toi et moi si j'ai quelque chose à faire avec toi. Et si je suis poli et impoli, ben à un moment donné, tu me tapes ses rognons, alors ce qui fait que la politesse ne peut pas se faire taire, alors je vais te dire quelque chose pour que tu te taises. Vu qu'on est régi par la politesse, c'est de l'impolitesse, tu le perçois comme étant de l'impolitesse, et là tu commences à me dire que je suis impoli, puis en fin de compte, si comme tu es en train de discuter, on n'en discute plus, on est en train de faire une guerre d'ego, et lorsque la guerre d'ego s'intensifie, ça finit par un conflit de personnalité qui fait qu'on fonde chacun notre parti politique, et puis on s'engueule rien qu'à savoir que tout ce que tu dis, c'est une stupidité, c'est mauvais pour tout le monde, et tout ce que je dis, c'est ça qui est bon, mais ça on ne regarde jamais si réellement c'est bon ou pas bon. Quand est-ce qu'un directeur de parti politique va arriver au pouvoir et va dire, bon, mon concurrent, ce qu'il a dit à un moment donné, il voulait suggérer telle solution à tel problème. C'est génial, c'est ce qu'on va faire. Est-ce qu'on sera pas en tête à chercher une autre solution pour ne pas copier notre concurrent? Son idée, elle est valable, elle est bonne, on l'applique. Puis s'il chiale qu'on copie, ben merde, on ne fait pas de la politique pour trouver des idées originales. On fait de la politique pour être dans un gouvernement qui va être capable de régler les problèmes. Si celui qui est notre concurrent a une solution valable et que c'est moi qui est élu, ah ben merde, la solution, je la prends. Puis s'il faut même que je me putaine à aller le rencontrer pour qu'il m'explique tout comment faire, ben moi le faire. C'est ça qu'un bon gouvernement va le faire. Mais hélas, plus souvent qu'autrement, ben on essaie de trouver une autre solution qui est peut-être moins bonne, mais qui est originale, au lieu de copier la bonne solution de celui qui était défait. Mais une politesse extrême souvent contient de la peur ou de l'agressivité même. Mais pour réussir ce que tu dis, il faut à ce moment-là que la personne soit capable de sentir l'énergie que la personne dégage et non pas seulement les mots qu'elle dit. C'est pour ça qu'elle finit par embarquer dans les dédales psychologiques de l'autre, mais elle ne perd pas son énergie à cheminer dans ce dédale parce qu'elle va connaître le dédale. Et connaître le dédale psychologique de celui avec qui tu devras travailler, si c'est à long terme, ben c'est pas une perte d'énergie. Si tu as entré en guerre, connaître ton ennemi, c'est connaître ses points forts et ses points faibles. C'est pas une perte d'énergie. Hein? La moitié du budget militaire est passée dans la connaissance des avions espions, des photos, des satellites, dans la connaissance de l'ennemi. Et lorsque tu connais bien l'ennemi, tu es capable de manipuler l'ennemi pour arriver au résultat que tu recherches, vaincre. Si tu as à faire quelque chose avec n'importe qui, tu dois t'arranger pour en connaître ses mécanismes. Et non pas connaître toutes les fois que tu vas, etc., lui faire plaisir, et ou encore connaître le cadre qui le régit lui, pour que toi, tu puisses embarquer dans ce cadre et être régi par le même cadre. C'est pour ça de la diplomatie. La diplomatie, ça ne veut pas dire connaître ton langage de politesse pour embarquer dedans et être régi par ton langage de politesse. Là, ça serait une diplomatie qui perdrait de l'énergie. Cela veut dire connaître ton langage de politesse pour voir de quelle façon les failles de ce langage-là vont pouvoir t'amener à suivre mon langage diplomatique. Ça, c'est pas une perte d'énergie. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive à des gouvernements qui seraient capables réellement, parce qu'ils seraient diplomates, de ne pas se ramasser en Assemblée nationale, puis à passer la moitié de leur temps de réflexion ou de discussion à simplement essayer de prouver qu'un tel, c'est un trou de... Il dit ça à la télévision par l'Assemblée nationale, je le dirais pas aussi. Mais à se lancer des mots, puis à simplement dire, oui, mais il y a 15 ans, vous avez dit telle affaire, vous avez changé d'idée, ben, ah oui, puis ils vont, hein? Bon. Alors, ils sont diplomates, mais ils sont régis par la politesse dans la diplomatie. Ce qui fait qu'automatiquement, s'il y en a un qui sort de cette politesse, ben on rentre dans l'impolitesse, puis là, on se défend, puis en fin de compte, ça crée une guerre d'ego, et il n'y a pas de diplomatie dans une guerre d'ego. Lorsque deux personnes, un homme ou une femme, ou deux femmes ou deux hommes vont se rencontrer, ben automatiquement, s'il y a une guerre d'ego, c'est-à-dire que si l'un veut être plus beau ou avoir raison sur l'autre, et avoir raison, c'est simplement que si moi je suis poli, tu devrais être poli. Bon, ben ça, je me sens tellement important que je me sens dans un état qui fait que je dois obliger tout le monde d'être dans le même état. Si je suis diplomate, tu n'es pas diplomate, c'est parfait, je suis vainqueur. Alors, si je suis diplomate, j'accepte facilement que tu ne le sois pas.
Mais si je suis poli, je ne peux pas accepter que tu sois impoli. Alors, ce qui fait que dans la politesse, tu as la guerre d'ego. Et dans la diplomatie, il n'y a pas de conflit de personnalité, il n'y a pas de conflit d'ego parce que c'est pas intelligent. Si on regarderait, par exemple, tous nos partis politiques, chacun a des solutions à plusieurs problèmes. Mais lorsque l'on va voter un parti, on vote pour certaines solutions et on dénigre les autres solutions. Et le parti qui rentre en place va s'arranger plus ou moins pour pouvoir mettre en pratique ces solutions et il ne voudra pas étudier les solutions des autres partis. Il devra lui-même, pour continuer à nourrir son conflit d'ego, hein, l'ego de chaque parti qui se lutte l'un contre l'autre, trouver d'autres solutions, même si sont plus minables, étirer les rapports, on sort un livre, puis le livre va sortir en telle date, puis 2 ans après, le livre n'est toujours pas sorti, puis quand il sort, il en manque la moitié. Pour la simple raison que les solutions, il a fallu qu'on les change parce qu'un tel criait sur telle affaire, puis un tel disait que, etc. Si, par exemple, on a un ministre qui fait du vol à l'étalage, mais qui a des solutions géniales à apporter à certaines choses, alors on a le choix entre, on l'élimine parce que, moralement parlant, il ne va plus avec l'idée qu'on se fait d'un politicien, ou simplement on le garde parce que, au niveau des solutions, il va avec ce qu'on a besoin. Mais c'est pas ça qu'on va faire. Si on regarde les États-Unis, par exemple, l'intelligence des États-Unis d'Amérique, et l'intelligence, ils l'ont eu longtemps, puis ils l'ont encore un peu, à un moment donné, on a un génie allemand qui a fabriqué des fusées qui s'appelaient V1, V2, et qui étaient tellement rapides que les Spitfire anglais, les avions de chasse de l'armée française et de l'armée américaine, n'étaient pas capables de les suivre. C'était non pas des fusées à hélice, comme les avions l'étaient, les Spitfire commençaient à réaction, mais c'était carrément des fusées à réaction qui étaient chargées d'explosifs. Et les V1 et les V2 ont causé des dégâts en Angleterre d'une façon terrible. C'était le cauchemar de toutes les villes d'un jour d'être attaquées par une flotte de V1 et de V2, qui étaient des fusées qui étaient lancées, qui allaient très très haut en atmosphère et qui allaient tellement vite que les radars servaient à rien, les avions de chasse ne pouvaient pas les intercepter, et ces missiles-là détruisaient les villes. Et l'inventeur de ces missiles, lorsque la guerre a été gagnée par les États-Unis, parce qu'en fin de compte, c'est par les États-Unis qu'elle a été gagnée, les Américains, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont été voir qui était le génie. Et ce génie avait construit cela, CV1, V2, sans trop comprendre ce qu'il faisait. Mais ils n'ont pas décidé que c'était un Allemand, qu'il avait participé à la destruction de la matière humaine et matérielle. Ils l'ont pris puis lui ont fait un poste à la NASA comme organisateur et comme directeur de tous les projets spatials. Et c'est lui qui a participé au projet Apollo, au projet Skylab et à la majorité de tous les projets de l'étude de la NASA au niveau de tous les projets qui ont été dans l'espace, les satellites, les fusées, les orbites, le LEM et tout ça. Si les États-Unis auraient été d'une autre race, ils l'auraient tué, celui-là. Mais les États-Unis ont été intelligents, diplomates. Et c'est toujours la même chose. Lorsqu'il y a une guerre d'ego, il ne peut pas y avoir de diplomatie. Et le problème de la relation de l'homme envers l'homme, de la femme envers la femme, de la femme envers l'homme, c'est le conflit d'ego. Et lorsqu'il y a un conflit d'ego, il y a toujours un conflit d'ego lorsque vous rencontrez quelqu'un de toute façon parce que vous croyez tout important. Et étant important, vous croyez toujours avoir plus raison qu'un autre. Ou encore, vous vous croyez minable. Et comme vous mettez de l'importance à vos croyances, vous vous organisez toujours pour avoir jamais raison face à un autre. Dans une relation entre les êtres humains, il y a toujours un conflit d'ego. Et on essaie de régler ce fichu conflit par la politesse, c'est-à-dire en plaçant un cadre qui va permettre à du monde qui ont des conflits d'ego d'essayer de communiquer sans que les conflits transparaissent. Bon, alors si on est diplomate, il n'y a plus de conflit d'ego. Tu rencontres quelqu'un qui est vachement supérieur à toi dans sa conception, dans son efficacité, dans ses idées, tu es diplomate. Fait que tu lui demandes, disons, je peux-tu apprendre à tes côtés? Il n'y a pas de conflit d'ego. Et si lui est diplomate, il ne te prendra pas pour son inférieur. S'il voit qu'effectivement tu peux apprendre, tu peux lui être drôlement utile. Il est diplomate, il va s'organiser pour que tu serves à quoi? La diplomatie, elle est pure, elle est mentale, elle n'est pas limitée et elle n'est pas de perte d'énergie. Lorsque la diplomatie vire en politesse et que ce n'est plus en réalité de la diplomatie,
Si vous êtes régi par une loi qui s'appelle la diplomatie, vous n'êtes pas diplomate. Vous êtes poli, vous êtes n'importe quoi, vous n'êtes pas diplomate. Il n'y a pas de loi qui régit la diplomatie, sauf l'efficacité. Est-ce que vous avez un résultat? Alors, oui, si vous en avez un, tant mieux. Mais il n'y a pas de règle de diplomatie. Il y en a qui sont diplomates parce qu'ils sont suffisamment mentaux pour voir leur expérience et voir l'extérieur. Ils sont capables de se servir de leur expérience pour être efficaces dans l'extérieur. Ils ne se servent pas de leur émotion. Alors, eux autres sont diplomates, on les appelle, disons, d'instinct. Mais tout le monde peut apprendre à devenir diplomate. Personne n'est poli, hein? Demandez pas à un enfant qui mange avec ses mains à l'âge de 3 ans d'être poli. Hein? On n'est pas venu au monde poli. On n'est pas tous venus au monde diplomate non plus. On a appris à être poli, on est capable d'être diplomate aussi. Alors, ce qui fait que la diplomatie, ce n'est pas d'une perte d'énergie. Jamais, jamais, jamais. Et il n'y a aucune loi qui régit la diplomatie. Sinon, c'est plus de la diplomatie. Mais la diplomatie en elle-même, la personne qui est diplomate, je veux dire, elle crée des situations, donc elle crée des formes pour passer ce qu'elle veut passer. À ce moment-là, on peut-tu dire qu'une forme, je reviens à ces formes, là, mais est-ce qu'une forme, plus elle est, comment je te dirais ça, plus une forme, moins une forme est pure, plus elle a besoin de temps pour évoluer? Ça dépend. C'est très, très vague, ce que tu dis là. Il faut remarquer que tu voulais dire de quoi, mais je pense pas que tu aies réussi. Je me suis perdu en cours de route. Ouais, hein? c'est ce que je pensais. OK. On passe à une qui est décrite ici, là. Il veut me frustrer. Il est diplomate. J'assiste souvent à des conférences ésotériques. Tous les conférenciers ont peur de parler du mal, appelé Satan. Ils parlent néanmoins de ne pas avoir peur. Qu'est-ce que la peur ou diable? Connaissez-vous le mal? Satan peut-il vous agresser à cause de ce que vous dites? J'assiste souvent à des conférences ésotériques. Tous les conférenciers ont peur de parler du mal appelé Satan. Ils parlent néanmoins de ne pas avoir peur. Qu'est-ce que la peur du diable? L'homme ne sait pas ce qu'est le diable. La peur du diable. La peur du diable. L'homme ne peut connaître la peur du diable parce que l'homme a peur. Et lorsque l'homme a peur, l'homme vit deux situations. L'une d'elles va être le camouflage de cette peur par un rire imbécile. Et l'autre situation va être le rabaissement de son taux vibratoire. Et le rabaissement d'un taux vibratoire ne peut faire autrement, par amour, que d'attirer un taux vibratoire correspondant. Qu'est-ce que la peur du diable? La peur du diable, c'est la peur de toutes nos vibrations trop basses. L'homme ne peut arriver à connaître son schéma de vibration bas, car lorsque l'homme s'approche de ce schéma bas, il n'a plus de vibration suffisante pour être dans une conscience quelconque. Il est automatiquement assujetti à la conscience du diable. Avoir peur du diable, il faut juste en parler pour déjà faire peur. Il suffit simplement d'aborder un concept diabolique, c'est-à-dire l'idée que vous vous faites vous-même du diable, pour susciter en vous un paquet de choses. Connaissez-vous le mal? Je connais le mal plus que le mal se connaît. Satan peut-il vous agresser à cause de ce que vous dites? Vu que je connais le mal plus que le mal se connaît, Satan ne peut pas m'agresser à cause de ce que je dis.
Étant diplomate, je m'arrange pour dire des choses qui ne pourront jamais servir aux forces de l'astral, c'est-à-dire aux forces sataniques, par exemple aux forces de l'astral bas, de façon à ce qu'ils puissent me nuire. L'homme a peur. Les conférenciers qui ne parleront pas du mal sont des conférenciers qui en ont peur ou qui sont diplomates, c'est-à-dire n'ayant pas la possibilité de faire comprendre ce que serait le mal, ils préfèrent ne pas en parler ou encore ils ne le comprennent pas eux-mêmes, alors évidemment ils en ont peur, donc ils n'abordent pas le sujet. Parler de Satan, pour la majorité, c'est attirer Satan. Parler de Dieu, pour la majorité, donne jamais de résultat, on n'attire jamais Dieu. Il est évidemment plus facile de faire du mal que de faire du bien, parce que plus l'on se rapproche de forces psychologiques qui sont basses en vibration, plus ces vibrations sont en relation avec le plan vibratoire de la matière. Donc, tout ce que l'on demande qui est mal se matérialise beaucoup plus rapidement, parce que leur schéma vibratoire est déjà plus bas, c'est-à-dire en rapport avec le plan de la matière. Et lorsque l'on prie pour le bien, lorsque l'on prie Dieu, lorsque l'on prie n'importe quoi, on s'adresse à des vibrations hautes qui ne pourront pas s'exprimer dans la matière avec autant de diligence parce que leurs vibrations sont trop hautes et avant que ce schéma vibratoire haut puisse être densifié d'une certaine façon pour être exprimé dans la matière, cela prend beaucoup plus de temps que si l'on s'adresse à Satan. Alors évidemment, plusieurs ont vendu leurs âmes au diable parce que le résultat était beaucoup plus rapide. Qu'est-ce que la peur du diable? La peur du diable, c'est la peur que vous avez vous-même des vibrations qui sont basses et qui se trouvent en vous. Et lorsque j'appelle Satan, je ne fais qu'appeler un égrégore vibratoire. Et cet égrégore vibratoire sera supporté par ma parole ou par votre parole, et automatiquement, votre taux vibratoire va baisser. Il va diminuer. Très bas. Et la vibration de Satan va donc pouvoir prendre possession de votre vibration et vous aurez l'impression de toucher, d'être en relation, d'être en contact ou d'être possédé. Satan peut-il vous agresser à cause de ce que vous dites? Non. Parce que premièrement, Satan sait qui je suis. Sachant qui je suis, il ne viendra pas. La majorité des êtres qui évoluent, de l'homme, de la femme, ont suffisamment d'énergie dans leur propre psychologie pour faire fuir tout genre de vibrations sataniques. Mais étant donné que ce sont des énergies psychologiques, ces énergies sont des énergies peureuses. Elles ne connaissent que ce qu'elles connaissent et elles ne connaissent pas ce qu'elles ne connaissent pas. De par ce fait, elles ont peur d'expérimenter du nouveau. Vous avez peur d'expérimenter des choses nouvelles, sauf si la chose nouvelle peut vous amener quelque chose que vous connaissez déjà. Expérimenter Satan, cela veut dire expérimenter la capacité que l'on aurait, nous, de ne pas être possédé par une forme d'énergie basse. Cela veut dire rester hautement vibratoire, mais entouré d'énergie basse. Oui, mais avant, évidemment, de vouloir rencontrer Satan, cela voudrait dire que si quelqu'un vous engueule, vous ne perdez pas vos énergies et vous restez heureux, plein de bonheur. L'énergie d'une personne qui vous crie après et qui vous engueule est une énergie plus basse. Si elle vous ramène et vous vous engueulez tous les deux, appelez pas Satan. Comme le disait un de mes amis, Satan, c'est une énergie qui vient, et quand elle vient, ça tend l'atmosphère. Une chose est sûre, l'homme n'est jamais pris par Satan. Satan est beaucoup plus manipulé par l'homme que l'homme ne l'est par Satan. Lorsque vous avez peur, vous émettez une énergie qui attire l'égrégore satanique. Vous manipulez ces égrégores. Et lorsque vous vous laissez pénétrer par ces vibrations, évidemment, vous restez manipulé et l'égrégore reste manipulé. Satan, ce n'est pas quelque chose de dangereux.
c'est quelque chose qui est vibratoire, qui est placé dans l'astral planétaire, c'est-à-dire qui est psychologique, mais qui est relié à l'expérience de la planète. Et quand je parle de Satan, je ne parle pas de Lucifer, évidemment. C'est autre chose. Lucifer est un être de lumière. Je parle de Satan. Et lorsque je dis que Lucifer est un être de lumière, cela ne veut pas dire que c'est mon maître, que moi-même je suis Satan. Lucifer est un être de lumière, beaucoup plus évolué que l'homme qui évolue sur la planète Terre, mais qui a eu quelques conflits de personnalité avec d'autres êtres de lumière. Et lorsque je parle de Satan, je parle de toutes les énergies basses créées par l'homme et par l'expérience planétaire sur le continent spatial qu'on appelle la planète Terre, et ces vibrations créées par l'expérience des premières formations d'êtres humains, l'expérience du début de la dynamisation ou de l'énergisation du plan astral planétaire, cette expérience nourrie par tout ce qui a été évolutionnaire sur la planète Terre, nourrie par tous les peurs, nourrie par tout ce qui est arrivé à l'homme et à la femme depuis le début des temps, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu des guerres, des mortalités violentes, des possessions d'âmes, des rythmes magiques qui étaient basés sur la magie noire, c'est-à-dire qui étaient basés sur une absorption d'énergie et jamais sur un rayonnement d'énergie. La magie noire est une magie qui tend à absorber l'énergie de l'extérieur et à la garder, donc elle la détruit. Et les forces sataniques sont des forces que l'on appelle noires parce qu'effectivement, elles ont tendance à recevoir et à ne jamais rayonner. Et la magie blanche est une énergie inverse. Donc l'expérience humaine sur la planète Terre, la souffrance humaine, les désirs humains, la jalousie humaine, tout ce qui dans l'homme amène l'homme à évoluer, c'est-à-dire à rabaisser son taux vibratoire, ont créé une entité égrégorien, c'est-à-dire une entité vibratoire mémorielle qui se promène dans l'atmosphère de la planète. Et cette entité existe réellement et on peut l'appeler Satan. Chaque fois que Satan se présente quelque part, c'est qu'il y a déjà au départ une espèce de faisceau d'énergie bas qui est en résonance avec l'égrégore satanique et on aura donc une atmosphère satanique. Et cette atmosphère satanique peut se répercuter et s'exprimer de différentes façons. Des façons olfactives, auditives, on sent des odeurs, on entend des bruits, certains phénomènes de télékinésie peuvent apparaître. Et n'importe quel homme ou femme qui est capable de se tenir debout, donc qui sait dans sa psychologie ce qu'elle est et qui a une phase mentale relativement évoluée en ce sens qu'elle est capable de se rappeler des expériences qu'elle a apprises au sujet du diable et de Satan, sans remonter avec ces expériences l'émotion de l'apprentissage, n'aura donc pas peur et sera capable de dire à Satan de bien vouloir prendre la porte parce que ça pue dans la maison. Et ce n'est pas une farce, mais n'importe quelle personne, prenez un individu qui est possédé, lorsqu'un prêtre vient le rencontrer, le prêtre ne supplie pas Satan, il ordonne. Et le prêtre n'étant pas convaincu, le prêtre n'étant pas dans son énergie, mais étant dans l'énergie d'une religion organisée, devra donc se servir d'un égrégore similaire à l'égrégore satanique, mais l'égrégore yavique, l'égrégore de sa religion, et il devra, par certaines formules, par certains rituels, magie blanche, il devra donc invoquer l'aide de Dieu pour que Dieu vienne chasser Satan. Mais le prêtre ordonne. Et si une personne est dans son énergie et dans sa conscience mentale, même si c'est une conscience débutante, elle n'aura pas besoin de se servir d'égrégore. Et Satan ne viendra pas la rencontrer. Or, ce qui fait que moi, en ce qui me concerne, le diable et Satan, je suis beaucoup plus satanique pour Satan que Satan l'est pour moi. D'ailleurs, toutes les forces yaviques sont sataniques pour Satan. Si le vendeur diplomate dit des choses fausses pour vendre son produit, s'attire-t-il un karma négatif même s'il est efficace?
Et deuxièmement, quelle est la nuance entre diplomatie et hypocrisie? Il n'y en a pas. Première question, le vendeur s'attire-t-il un karma négatif même s'il est efficace? Oui. Mais sachez que vous allez vous attirer beaucoup plus de karma relatif, de karma, si vous n'exprimez pas convenablement une possibilité que vous avez, que si vous l'exprimez, mais qu'elle est supportée par un désir qui n'est pas tout à fait approprié. L'homme ou la femme qui a des possibilités, mais qui ne s'en sert pas, de peur de s'attirer un karma négatif, c'est-à-dire, elle a peur de se tromper dans ses décisions, et même si elle a un potentiel extraordinaire, elle ne l'exprime pas. Un jour, elle se verra retirer ce potentiel, et tout ce qu'elle aurait pu acquérir en l'exprimant, elle le perdra automatiquement. C'est préférable pour l'homme expérientiel d'expérimenter que de rester dans son cocon avec ses possibilités et de rien faire avec. Il expérimentera quand même, mais il expérimentera des déceptions, des défaites. Donc, soyez diplomate, soyez efficace, asseyez-vous au moins 2 minutes avant d'être efficace, d'être diplomate, pour réfléchir à ce qui va motiver la dépense d'énergie pour arriver à un objectif. Si ce que vous faites est en accord avec ce que vous voudrez, ce n'est pas moi qui vais vous dire ce que vous devez faire. Si c'est en accord avec au moins un concept quelconque chez vous, qu'il soit supramental, mental ou astral, faites-le. Mais pensez-y avant simplement. Si il y a erreur, vous aurez sans doute une espèce de karma à subir, c'est-à-dire que vous aurez un effet de retour. Donc, vous aurez à vivre et à donner le pas à cet effet de retour. Soyez diplomate avec votre karma. Soyez pas poli avec. Le karma qui vous est obligé, c'est un diplomate avec, vous ne direz pas « Oui, maître, je t'écoute », puis on coupe un bras. Le karma est une chose qui peut facilement être transmutée en leçon. Je l'ai dit souvent dans une conférence qui est les pièges du karma. On a une idée de ce qu'est le karma, mais le karma est bourré de pièges. Un karma, c'est une chose que l'on paye ou que l'on transforme en leçon. Qu'on ne paye pas. Parce que l'homme qui est toujours assujetti, l'homme qui est soumis, paye. Il prend de son énergie pour le remettre à l'énergie karma. Il paye. Mais l'homme, la femme ne sont pas sur la terre pour payer un karma. J'ai déjà expliqué que si je mettais ma main dans un bac d'acide sulfurique, je vivais un karma d'acide sulfurique. Et c'est le karma, c'est ça la loi du karma. On ne connaît pas une loi, on agit à l'encontre, et évidemment, si on rentre à 150 000 à l'heure dans un mur de béton, on subit un karma de mur de béton. Et lorsque l'on connaît les lois, on réussit à trouver les portes. Mais si on n'expérimente pas, la porte, avant que, à un moment donné, on soit sûr qu'elle est là, on passe notre vie à rester assis sur nos lauriers. Alors, c'est préférable de vendre, si vous êtes vendeur, et le peu de karma que vous allez en retirer va être moins grand que si vous avez un potentiel et que vous restez assujetti à l'exprimer selon ce que l'extérieur veut. Maintenant, quelle est la nuance entre la diplomatie et l'hypocrisie? Il n'y en a pas. La seule nuance qu'il pourrait y avoir, c'est le karma. Si chaque fois que vous désirez quelque chose, psychologiquement, un désir émotif, vous vous arrangez pour manipuler l'extérieur de façon à l'avoir, ce que plusieurs enfants vont faire, et ce que plusieurs employés vont faire, ce que plusieurs militaires vont faire quand ils vont dresser d'autres militaires, à un moment donné, ils vont devoir rencontrer leur karma, parce qu'ils auront été trop hypocrites,
en ce sens qu'ils auront tout monté à partir de menteries. Être diplomate, ce n'est pas compter des menteries, c'est-à-dire ce n'est pas inventer des sortes de situations pour manipuler autrui. La diplomatie, elle est intelligente. Si la diplomatie devient l'apanage de la psychologie, cela devient un jeu, une diplomatie polie, qui peut être extrêmement dangereux. La psychologie ne saurait être diplomate. Alors, si vous manipulez, prenez un enfant qui manipule ses parents et qui, chaque fois que les parents disent non, pique une crise. Alors on lui donne. Plus âgé, quand les parents disent non, alors il retient sa respiration jusqu'à en mourir. Ça fait peur aux parents, on lui donne. Ou encore, il devient asthmatique et toutes les fois que ça va pas, il fait une crise. Les parents lui donnent. Il dresse, il apprend à l'extérieur comment agir envers lui. Il devient donc le maître, un tyran. Il est diplomate, mais il est hypocrite. Il est un tyran. À un moment donné, il va devenir adulte, et disons adolescent, et chaque fois qu'il n'a pas ce qu'il veut, il quitte la maison. Alors les parents lui donnent tout parce que les parents l'aiment bien. On se demande pourquoi, mais c'est comme ça. Adulte, il a un travail. Et il continue son scénario, car il s'est dressé lui-même à être hypocrite dans sa diplomatie, c'est-à-dire à se servir de la diplomatie pour pouvoir exprimer sa psychologie. Et le patron le fout à la porte. Et ses amis, quand ils le connaissent, l'abandonnent. Et à un moment donné, il est tout seul, il déteste l'humanité, il maudit tout le monde, rien ne va plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il vit simplement la loi du retour, le karma. Alors, si on y pense, et que ce sont des objectifs qui sont intelligents et non pas psychologiques, tout à l'heure, on se demandait si c'était préférable. Si être intelligent, c'était simplement de prendre une décision exempte d'émotion. Ben oui. Alors, vous êtes diplomate lorsque vous avez pris une décision exempte d'émotion. Une décision intelligente, donc elle a beaucoup plus de chances d'être quelque chose de conséquentiel. Et là, la diplomatie devrait servir cette décision. Chaque fois que la diplomatie va servir une décision psychologique, un désir, supporté par une émotion, faites très attention parce que la loi du retour vous guette, la loi du karma. Alors, c'est pas compliqué. Lorsque c'est pour aboutir face à une décision mentale, karma très, très, très minuscule. Et si vous n'êtes pas diplomate dans une décision mentale, très gros karma. Soyez diplomate. C'est préférable d'être diplomate. Mais ici, la diplomatie ne fait que servir votre psychologie. Faites attention. Mais soyez pas poli pour autant. Pourquoi avons-nous inventé la politesse si ce n'est pas ce qu'il faut faire? Je vous ferai remarquer que personne ici n'a inventé la politesse. Tout le monde y a été soumis. Alors la politesse est inventée pour soumettre. Et si moi, je suis le roi et que j'aime que l'on me dise que je suis beau, gentil et fin, alors j'invente la politesse. Et la politesse est l'apanage de classes sociales extrêmement hautes et intellectuelles extrêmement basses. Lorsqu'on avait une politesse et on ne disait pas assis-toi, on disait regarde l'envie qu'a cette chaise de t'embrasser. Et ça se passait en France, un peu avant la Révolution. On était polis. Alors il fallait aller aux toilettes dans les lieux publics, mais ne jamais péter. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un à côté. Et la politesse a même été jusqu'à un point où on devait se retenir si on était deux dans la même toilette publique, pour pas que l'autre entende. C'est devenu une espèce de frustration pour certains. Et lorsque les deux sont polis, la politesse a été donnée à l'homme par l'homme inconscient. Et vous ne l'avez pas inventé, vous y avez été soumis à la politesse.
La diplomatie n'a pas été inventée et personne ne peut s'y soumettre à la diplomatie. Vous décidez d'être diplomate et vous allez devoir régir votre diplomatie. Elle ne sera jamais la mienne. Vous voulez être poli? Allez suivre des cours de politesse. Et si vous l'êtes déjà, c'est qu'on vous a éduqué à être poli. Tu me donnes ceci, je te dis merci. Et toi, tu réponds bienvenue. Puis souvent, en fin de compte, celui qui dit merci, c'est même pas le bon. Non, ça, vous avez pu remarquer ça souvent. Pourquoi qu'il m'a dit merci? Vous allez chez le vendeur, tu achètes quelque chose, tu lui donnes l'argent, lui te dit merci, toi tu dis merci, il dit bienvenue, puis toi tu dis bienvenue. C'était chez lui. Bienvenue chez toi. Alors, c'est ça. Bon, alors voilà. Pourquoi l'homme est-il si effrayé de perdre sa contenance? Parce que l'homme, il est orgueilleux. L'orgueil, c'est l'expression de votre ego. C'est ce qui ressort de chez vous. Quand l'orgueil n'est pas manifesté à un point désagréable, on appelle ça la personnalité. Votre personnalité, c'est de l'orgueil. Et lorsque j'agresse un peu votre personnalité, elle se transforme effectivement en orgueil. Sa contenance, c'est que l'homme n'a pas appris à régir sa relation, à décider lui-même comment devrait se mener la relation, à décider, à penser sa relation, et vu qu'il ne l'a pas appris, qu'il ne sait pas qu'il peut l'apprendre, il est dans un cadre, et s'il ne connaît pas tout le cadre de la politesse, il se sent nu. Il ne sait pas comment réagir. On n'a pas prévu pour lui comment il devrait réagir dans telle circonstance. Et c'est la contenance. Parce que la politesse, c'est ça. On a prévu pour vous tout ce que vous devriez faire dans telle ou telle situation. On a prévu pour vous. Pensez à ça. On ne vous a même pas demandé votre avis. On n'a même pas été poli. Pour inventer la politesse. Alors, il y a beaucoup d'agressivité, de peur, à certaines occasions. C'est simplement des défenses. Tout à l'heure, on parlait de Satan, il y en a qui riaient, c'est une défense. Lorsque l'on est agressif, lorsque l'on a peur, on exprime de l'orgueil. Et cet orgueil, elle est simplement l'expression d'une découverte de notre psychologie, de notre ego, qui découvre qu'effectivement, tous les schémas qui nous servent de base sont fictifs, donc muables. Alors, on piétine, on est dans le doute pour éviter de poursuivre la découverte que nos bases sont muables, c'est-à-dire que ma politesse n'est pas nécessairement immuable, que mes concepts, mes connaissances ésotériques ou de spiritualité ou de Dieu ne sont pas nécessairement immuables, pour éviter de pénétrer encore plus dans cette découverte vers le doute. Alors, je vais avoir peur, ce qui fait que je vais me défendre, donc je ferme les portes, ou je vais être agressif, donc je ferme les portes. Bref, l'orgueil, la personnalité, l'ego va tenter de s'exprimer de façon à empêcher la poursuite de la conscientisation. Pourquoi l'homme se sent-il effrayé de perdre sa contenance? Parce qu'il a l'impression qu'il ne fitera plus dans le cadre, donc il ne sera pas normal. Je vous dis que tout le monde doit arriver habillé en jeans. Si vous vous trompez de date, vous arrivez, tout le monde est en tuxedo. Vous perdez votre contenance. Parce que vous êtes anormal. Et l'homme poli a un grand intérêt. Il est voué à être assujetti à la masse, à être normal. Tout le monde le fait, je le fais. Tout le monde critique un peu que tout le monde le fait, je critique moi aussi, mais je le fais pareil. Alors, la contenance, c'est de perdre la face. Et perdre la face, c'est de l'orgueil. Je ne veux pas perdre la face. Je me sens trop important pour risquer de sentir que peut-être que je ne suis pas important. Alors, je m'arrange. Et j'ai peur de perdre la contenance, j'ai peur de perdre la face. Question aussi sur la différence entre l'amour et l'émotion. Bon, ouais. Une énorme différence. On l'a déjà vu
en conférence une fois, les raisons occultes de l'amour. L'émotion, c'est une énergie qui naît dans l'homme, qui naît dans la femme, lorsque l'être expérimente quelque chose. Chaque fois que mon regard, mes mains, mes sens vont percevoir quelque chose, visuellement, je touche, tout cela est transformé en influx électrique. L'influx électrique parcourt mes nerfs pour arriver à mon cerveau. Dans mon cerveau, ces influx électriques-là vont être transformés en énergie, énergie qui deviendra de la mémoire psychologique de l'astral. Maintenant, chaque fois qu'une influx électrique circule à l'intérieur de mon système nerveux ou de mon système cérébral, il circule à une certaine vitesse, qui varie de 20 mètres à la seconde, aller jusqu'à 60-80 mètres à la seconde. Alors, c'est suffisamment rapide dans le contexte de la distance du cerveau humain. Chaque fois qu'une énergie circule, elle dégage un champ électromagnétique. Ce champ électromagnétique dépend de la quantité d'énergie et de la vitesse avec laquelle cette énergie électrique va circuler dans mon système nerveux ou cérébral. Donc, le champ électromagnétique dégagé est une interprétation du message électrique qui sera acheminé dans mon circuit nerveux ou cérébral. Je touche quelque chose, en impulsion électrique, mes cellules sensorielles transforment en impulsion électrique le toucher, il est conduit par des nerfs sensitifs jusqu'à mon cerveau et il sera emmagasiné sous forme d'énergie en mémoire. L'électricité circulant dégage un champ électromagnétique comme dans les fils électriques et ce champ électromagnétique est la représentation du courant électrique que j'ai eu dans mon nerf. Ce champ électromagnétique est stocké dans ma mémoire en même temps que l'impulsion nerveuse. Ce champ électromagnétique est l'émotion. L'impulsion nerveuse est la perception de la réalité. Elle est évidemment déformée par la perception électrique, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Le champ électromagnétique devient l'émotion. Plus l'énergie électrique circule rapidement, plus il y aura d'émotions psychologiques qui seront reliées dans la haute sphère de l'astral. Et plus l'émotion électrique circule lentement, dans un certain... Si elle est limitée, c'est-à-dire que l'impulsion électrique qui circule peut être limitée par d'autres formes d'impulsion électrique qui proviennent de ma mémoire, de mon propre cortex cérébral et de ma programmation psychologique. Ce qui fait que, alors je passe par-dessus plusieurs points, donc, selon la rapidité et selon la quantité d'énergie électrique, je vais avoir un schéma d'électricité de champ magnétique autour de la conduction cérébrale ou nerveuse et cette énergie sera stockée dans la mémoire en même temps que l'événement. Et ça, c'est l'émotion. Chaque fois que je repense à l'événement, je vais chercher l'énergie stockée et je ramène en même temps l'énergie émotive qui était stockée avec parce qu'elle est reliée à elle. Je ramène cela. Cela devient de l'émotion. Alors si je suis... L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est simplement une loi d'attraction. L'amour, ça n'aime pas. Si l'amour aime, l'amour est émotif. Et si l'amour est émotif, l'amour peut se permettre d'haïr et d'aimer, de détester et de courir après. L'amour, c'est une loi d'attraction. On l'a vu en plusieurs points, en plusieurs conférences. Alors, on ne reviendra pas trop. Mais une chose qui est certaine, c'est que la loi d'attraction, l'amour, elle est continuelle tout le temps. Mais si je suis attiré plus vers une personne que vers un autre, je pense que je fuis elle pour attirer vers l'autre. Et si j'expérimente l'amour, elle va être stockée en mémoire avec l'émotion reliée à l'expérience. Donc, je vais penser par après que l'amour que j'ai pour toi est ce phénomène d'expérience et ce phénomène, ce halo psychologique relié, et c'est lui que je vais appeler amour. Donc, chaque fois que je désire
énergiser une certaine forme de mémoire, je dis j'aime. Et chaque fois que je ne veux pas énergiser une autre forme de mémoire, en réalité je l'énergise quand même, je dis j'haïs. Alors, l'amour, dans sa réalité d'expression, est une force d'attraction qui n'est pas soumise à l'homme, qui n'est pas régie par l'homme. L'homme ne décide pas ce que l'amour va faire. L'amour n'a pas de raison et l'amour n'aime pas. L'homme a des raisons d'haïr et des raisons d'aimer parce qu'il a expérimenté. Et il va appeler cet amour le phénomène émotif qui lui fait rechercher une chose plutôt qu'un autre. Il ne se sert que de sa mémoire émotive qui a un jour enregistré de l'amour. Et maintenant qu'il croit connaître l'amour, chaque fois que l'amour se présente devant lui, il la refuse parce qu'elle n'est pas en parfaite similitude avec l'idée qu'il se fait de l'amour, idée emmagasinée avec les expériences où il a connu l'amour. Donc, l'émotion est une illusion de l'amour, et l'amour est une attraction non régie par l'homme, et l'amour n'a pas besoin de raison pour s'exprimer. Mais l'émotion a besoin de raison pour s'exprimer, elle a besoin de support pour s'exprimer, et si on efface la mémoire chez l'homme, il n'a plus d'amour comme il l'entend. Si vous oubliez tous ceux que vous aimez, vous ne les aimez plus. C'est évident. Parce que le halo que vous appelez l'émotion d'amour disparaît en même temps qu'on efface la chose que vous aimez. Et l'amour réel, l'enfant recherche tout ce qu'il peut trouver, c'est de l'amour. Il expérimente les choses, et des choses vont être stockées dans une région avec un halo énergétique psychologique qui seront de bonne énergie, c'est-à-dire une énergie haute en vibration. Ça, il apprendra à l'appeler l'amour. Et ce qui est stocké avec des énergies plus basses, il apprendra à appeler ça d'autre chose. Par après, il ne peut plus connaître l'amour, car il doit connaître l'amour, et il recherchera tout ce qui peut stimuler une énergie similaire à ce que lui appelle l'amour, et c'est ce que l'homme fait aussi. Alors, voilà la différence entre l'amour et l'émotion. Ici, on essaye de dissocier l'expérience avec le bagage émotif relié à l'expérience. Il me semble qu'il n'est pas si facile de dissocier, c'est sur le bagage émotif relié à une expérience et l'expérience elle-même. Est-ce qu'il y a un apprentissage ou un truc à connaître pour y arriver facilement? Bon, il y a deux mots, disons, qui reviennent souvent, mais qui ne sont pas intelligents. Facilement, truc. Je ne veux pas brumer le poseur de questions, là. C'est une prise de conscience. D'accord? Facilement, vous passez 30 ans de votre vie à vous programmer, puis vous voulez qu'en 2 heures, 30 ans s'effacent. Facilement, non. Est-ce qu'on peut guérir un cancer du poumon facilement? Ça a pris 40 ans à fumer pour en avoir un. Je ne pense pas qu'à 40 minutes, il va être guéri. C'est normal. C'est les mêmes lois qui régissent l'un et l'autre. Il n'est pas si facile de dissocier le bagage émotif relié à une expérience, cela va de soi. Si cela serait facile, bien évidemment, tout le monde le ferait. On va apprendre par l'expérience à faire confiance à notre faculté mentale, et on peut aussi, en se conscientisant, c'est-à-dire par des conférences par exemple, ou en lisant des livres, ou en regardant des émissions de télévision qui vont en parler, c'est pas le cas encore, mais ça va venir, on peut finir par comprendre le mécanisme même de la mémoire pure, de la mémoire colorée. Juste le fait de voir qu'effectivement l'on peut enregistrer quelque chose, et on va l'enregistrer, mémoriser avec l'émotion que l'on aura vécue lorsque l'on aura perçu la chose, c'est déjà un immense pas. Lorsque vous vous rappelez quelque chose qui vous fait peur, observez la chose que vous voulez vous remémorer et observez ce qui se passe en vous. Automatiquement, l'émotion disparaît. Je le répète à toutes les conférences, je le répète plus simplement parce qu'on a déjà passé presque 20 heures à en parler, dans 20 conférences antérieures. La chose facile serait évidemment de prendre connaissance de ce qui a déjà été dit. Le truc, non. Cela doit être vécu. Et une fois que cela est fait, ça y est,
Et c'est pas fait pour le restant de tes jours. Parce que tes mémoires seront toujours assujetties au halo émotif qui est mémorisé en même temps que l'expérience. Alors, ce qui fait que l'homme n'a pas le choix. L'homme devra toujours discerner entre le mental et l'astral tant qu'il ne pourra pas discerner entre le supramental et le mental, ou le supramental et l'astral. Tant que cela n'est pas, l'homme a une mémoire et l'homme est obligé de vivre à partir de son expérience. Mais s'il veut vivre mieux à partir de son expérience, il devra continuellement faire un travail mathématique. J'aime une chose, est-ce que j'en ai besoin? Non pas un besoin psychologique, est-ce que j'en ai besoin dans une réalité efficace? Je veux m'acheter un ordinateur, j'en veux tellement un que je veux acheter n'importe lequel que je vais rencontrer ou qu'un vendeur diplomate va bien me vendre. Alors là, je viens de satisfaire mon émotion, mon désir. Et après, maintenant que je l'ai acheté, je vais pitonner pour me rendre compte que ça ne va pas avec ce que j'ai de besoin. Et je suis frustré psychologiquement parce que mon ego a l'impression qu'il s'est fait avoir, ce qui est le cas. Si je veux absolument un ordinateur, j'en ai besoin d'un, je lis des revues, je suis réellement dynamisé psychologiquement pour en avoir un, c'est le temps de faire attention. Alors là, il faut écrire, travailler comme un ordinateur et placer ce qu'on a de besoin, regarder la finance, regarder plusieurs choses, et là, lorsque l'ordinateur humain, le mental, arrive à une conclusion qu'il te faut telle sorte d'ordinateur, avec telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, mais que tu peux commencer avec ça et ça, pas plus, là, c'est le temps de prendre ta décision. Elle n'est pas colorée. Lorsque tu as peur de quelque chose, on parle d'un araignée, ben la personne qui voit l'araignée va avoir peur. Elle doit s'observer pour voir, elle doit s'observer, c'est tout, pour rien voir. C'est-à-dire qu'elle essaie de se connaître. Facile à dire, je l'ai expliqué comme j'explique en 20 heures dans d'autres conférences, alors je ne veux pas trop y revenir, mais c'est le seul truc, l'observation. Et j'en parle tellement et tellement qu'il vient à un moment donné que c'est tellement parlé qu'on ne m'écoute plus. Tous ceux qui en ont déjà entendu parler, mais certains en sont arrivés à s'observer, ceux qui n'y sont pas arrivés encore, me trouvent plate d'en reparler, et hélas, ils ne pourront pas arriver à s'observer. Dans une conférence prochaine, je vais sans doute refaire une conférence strictement sur l'observation, en employant d'autres mots, d'autres exemples et en allant en profondeur dans l'observation. Et j'espère qu'à un moment donné, ceux qui auront déjà la connaissance de l'observation pourront finir par avoir la compréhension réelle, pour avoir une connaissance pure, c'est-à-dire qu'ils pourront l'appliquer. Alors disons que ce soir, on n'aura pas le temps de toute façon. Est-ce un apprentissage ou un truc à connaître? Alors c'est un apprentissage qui doit être fait par la parcelle mentale et par la parcelle astrale. C'est-à-dire c'est un apprentissage qui doit être fait par l'intellect qui devra dissocier la mémoire expérientielle de l'émotion expérientielle et une expérience, c'est-à-dire un apprentissage émotif qui devra faire confiance à son intellect dans le choix des décisions, ce qui n'est pas toujours le cas. Je sais qu'il me faut ça, mais je ne sais pas si je vais l'aimer. Voilà. Alors donc, l'émotivité ne fait pas confiance à l'intellect. Quelle est la façon de se préparer à connaître ses vies antérieures? Bon, on s'en fout. La meilleure chose, c'est de se tirer une balle dans la tête. On a des chances d'arriver à connaître ses vies antérieures. On a des chances que ça ne marche pas non plus. Remarquez, parce que vu que personne n'est mort, personne n'est revenu pour nous le dire. Quelle est la bonne façon de se préparer à connaître ses vies antérieures? Premièrement, ne pas vouloir connaître ses vies antérieures. Parce que l'homme et la femme qui vit présentement ont une croyance en la réincarnation, ont un concept des vies antérieures, mais dans leur réalité même ne le sait pas. Elle le croit. Et elle a autant raison dans sa croyance que ceux qui croient que ça n'existe pas. Donc, se préparer à expérimenter quelque chose dont on ignore l'existence, mais qu'on espère fortement que ce soit vrai, c'est une perte de temps. Pourquoi pensez-vous que vous avez des poils dans le nez?
pour filtrer l'air que vous respirez. Et vous avez différents mécanismes de filtration qui sont importants parce que la respiration chez l'homme, elle permet à l'homme d'emmagasiner de l'air, de l'oxygène, de rejeter du gaz carbonique. Elle permet à l'homme, par les narines, d'emmagasiner de l'énergie yin, solaire, tellurique, yang, solaire, et de l'énergie de synthèse. Donc, vous avez un nez et des poils dedans parce qu'il y a une raison. Pourquoi maintenant ne connaissez-vous pas vos vies antérieures? Pour la même foutue raison, parce qu'il y a une raison. Alors, s'évertuer à vouloir rechercher quelque chose qui, au départ, n'est pas certain, et qui, en plus, au départ, à notre naissance, nous est enlevé en termes de connaissances, c'est selon moi pas tout à fait génial. Rechercher les vies antérieures, vous pouvez le faire. Ça va vous amener à être n'importe quelle grande personne importante parce que vous ne connaissez pas les lois mêmes qui régissent la réincarnation. L'homme ne se réincarne pas comme il a bien voulu accepter de l'apprendre. Il a voulu accepter d'apprendre une théorie sur la réincarnation qui allait avec ce qui lui manquait comme sécurité. Mais l'homme ne se réincarne pas du tout comme il croit se réincarner. Encore là, et c'est plate, on a déjà fait une conférence qui s'appelle la réincarnation et qui, je ne veux pas revenir complètement là-dessus, mais une chose qui est certaine, c'est que moi, je connais mes vies antérieures et je me suis préparé comment? En vivant dans la réalité. Je n'ai jamais voulu les connaître. Et lorsque j'ai besoin d'une mémoire antérieure, cette mémoire-là revient à moi et je peux m'en servir. Parce que, premièrement, je suis mental, je ne suis pas émotif. Si je suis émotif, je vais fouiller dans l'astral, dans mon astral ou dans l'astral planétaire, et je vais aller chercher des mémoires de mes vies antérieures qui me font plaisir, mais qui ne sont pas nécessairement mes vies antérieures. Et en plus de savoir que j'ai eu 350 000 enfants depuis que je suis vivant sur la planète Terre, de savoir que j'ai été empereur ou que j'ai été débile, cela ne m'amènera pas à améliorer mon sort. Cela ne m'amènera pas à augmenter mon taux vibratoire. Cela ne m'amènera pas à comprendre ce que je fais ici. Cela ne peut m'amener qu'à me dérouter encore plus. Prenez Bridie Murphy, qui à un moment donné, sous hypnose, est arrivé à régresser avant sa naissance, selon ce qui a été dit. Elle a vu des choses, elle a appris, elle a pu communiquer des choses qui s'étaient passées dans sa vie antérieure. Et lorsqu'on a fait des recherches dans la vie réelle, on a découvert qu'effectivement, il y avait bien un dossier de naissance, un acte de naissance de Bridie Murphy, telle date, etc. Dans l'astral, il n'y a rien d'autre que ce qui s'est passé, mais c'est présent. Vous ne pouvez pas fouiller dans le passé, vous fouillez dans quelque chose de présent qui représente le passé. Et ce qui vous permet à tous vous autres, si vous allez dans l'astral par hypnose, par auto-hypnose, avec des drogues, dans un rêve ou n'importe quoi, d'aller fouiller dans la réalité, de fouiller dans un tiroir, de prendre un truc qui date de 1495, de regarder un nom, de fouiller dans la mémoire de cette personne-là et d'arriver à voir tout ce qu'elle a fait. Et si je vous dis au départ que je vais vous hypnotiser pour vous envoyer dans votre vie antérieure, bien, vous allez vous réveiller avec cette mémoire-là et vous allez dire, tiens, j'ai été un tel. Ça n'a rien changé. Bridie Murphy a souffert comme toutes les personnes. La personne qui se sentait Bridie Murphy a eu les mêmes phénomènes vibratoires, les mêmes phénomènes de souffrance, les mêmes phénomènes d'incompréhension que tous ceux qui ne connaissent, que tous ceux qui ne croient même pas à la réincarnation. La réincarnation, c'est un fait pour moi, mais c'est une théorie pour vous autres. Vous ne l'avez pas expérimenté. Et vouloir revenir dans les vies antérieures, c'est de vouloir rechercher quelque chose qu'on n'est pas sûr, qu'on espère que c'est vrai. C'est une perte de temps et une perte d'énergie. C'est très intéressant, je l'avoue. C'est extrêmement intéressant. Mais les souffrances n'en disparaîtront pas pour autant. Les misères non plus. L'homme qui connaît ses racines n'améliore pas nécessairement son sort. Ce n'est pas utile. C'est préférable d'essayer de se canaliser dans le vivant
Si vous allez dans vos réincarnations et vous découvrez tous vos vies antérieures et vous apprenez que tous ceux que vous avez été ont perdu toute leur vie à rechercher leur vie antérieure, mais ça vous arrange à grand-chose. Jamais ils n'ont pensé évoluer, jamais ils n'ont pensé à vivre le moment présent. Chacun de ceux-là était des grands initiés qui ont passé leur vie à rechercher leur vie antérieure, et puis vous êtes un de ceux qui recherchent encore leur vie antérieure. Ben, ça vous fait une belle aventure. L'homme doit vivre ce qu'il est dans le moment présent. Le passé, c'est du passé. Et ça ne viendra pas expliquer le présent. Alors, on ne peut pas expliquer le présent à partir du passé. On peut essayer de déformer la perception du présent pour le faire fitter avec notre perception du passé. Comment trouver l'honnêteté du vendeur dans cette diplomatie? Comment décider mentalement d'une réponse? Je t'arrête tout de suite de me répondre à ça parce qu'on n'a plus tellement le temps. Le rôle de vendeur, c'est de vendre. Le rôle d'un acheteur, c'est d'acheter. Acheter d'un vendeur, et si le vendeur s'en va en disant « je me suis fait avoir », vous allez jouer votre rôle d'acheteur à merveille. Puis jamais le vendeur va vous en vouloir. Puis si le vendeur vous vend de quoi, puis vous l'achetez, c'est de votre faute. Puis vous n'avez pas besoin de d'haïr le vendeur pour ça. C'est vous autres qui jouez mal le jeu. Moi, je vends, je t'offre quelque chose, et toi, tu veux acheter, tu dois l'avoir, si tu en as besoin, au meilleur prix. Et le vendeur doit te le vendre, même si tu n'en as pas de besoin, au plus haut prix. Et c'est normal. On vit dans une société de consommation, c'est les règles du jeu. Acceptez-les, puis travaillez avec. L'acheteur doit acheter ce qu'il a besoin au meilleur prix. Le vendeur doit vendre tout ce qu'il veut au plus haut prix. Soyez un bon acheteur, soyez un bon vendeur. Merci, Daniel. Bonsoir. Je ne vous dirai pas merci, ça va être trop poli.